L'Espagne, un pays que tout le monde pense connaître. Le flamenco, les combats de taureaux, les côtes inondées de soleil. Et une histoire qui semble bien documentée, bien comprise, bien établie. Mais voici le problème. L'histoire que la plupart des gens ont en tête sur l'origine réelle des Espagnols est incomplète. Pas légèrement fausse, fondamentalement incomplète. Parce que lorsque les scientifiques ont commencé à extraire de l'ADN ancien des ossements enterrés sous le sol ibérique, ce qu'ils ont trouvé ne correspondait pas à la version des manuels. Ça ne s'en approchait même pas. La population de la péninsule ibérique n'a pas été façonnée par un seul peuple fondateur. Elle a été transformée, remplacée et reconstruite à plusieurs reprises par des groupes arrivant de différentes directions sur des milliers d'années. Certaines de ces transformations étaient si dramatiques que des lignées masculines entières ont été essentiellement effacées des archives en l'espace de quelques générations. De qui les Espagnols descendent-ils réellement? Combien de fois cette terre a-t-elle été fondamentalement refaite? Et que révèle l'ADN d'un Espagnol moderne sur les couches profondes de l'histoire qui reposent silencieusement dans chaque cellule? Ce sont les questions auxquelles l'ADN ancien répond enfin. Et les réponses sont véritablement surprenantes. Dans cette vidéo, nous allons tout parcourir, couche par couche, de l'âge de glace à la chute de Grenade. Avant de commencer, dans quelle partie du monde êtes-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner. Commençons par la géographie. Car en génétique, la géographie n'est jamais juste un arrière-plan, c'est le destin. L'Espagne occupe le coin sud-ouest de l'Europe, une péninsule qui s'avance vers l'Afrique avec l'Atlantique d'un côté et la Méditerranée de l'autre. Cette position ressemble au bout du monde, mais pendant des dizaines de milliers d'années, c'était en fait un point de convergence. Un lieu où les gens, les cultures et les gènes se sont heurtés simultanément depuis plusieurs directions. Au nord, les Pyrénées forment une formidable muraille montagneuse séparant l'Ibérie du reste de l'Europe continentale. Elles sont importantes, mais elles n'ont jamais été infranchissables. Des peuples les ont traversées dans les deux sens tout au long de la préhistoire, transportant leur langue, leur bétail et leur ADN. Au sud, seulement 14 km d'eau séparent l'Espagne de l'Afrique du Nord au détroit de Gibraltar. 14 km. En termes de migration ancienne, ce n'est rien. Ce passage étroit a été un point de franchissement pour les mouvements humains pendant des milliers d'années, attirant des populations de deux continents dans la même histoire génétique. Et le long de la côte orientale, la mer Méditerranée fonctionnait moins comme une barrière et plus comme une autoroute. Les bateaux déplacèrent les gens, les idées et les ascendances à sa surface avec une efficacité remarquable bien avant l'histoire enregistrée. Ce que tout cela signifie est simple mais important. L'Ibérie n'a jamais été isolée. Elle n'a jamais été colonisée une fois par un seul peuple qui y serait resté. C'était un aimant attirant à plusieurs reprises des vagues de migration du nord, de l'est et du sud. C'est le fondement sur lequel tout le reste se construit. Les Basques ont préserver cette couche ancienne quand d'autres ne l'ont pas fait. La réponse se rattache directement à ce qui est venu ensuite. Une vague de gens si numériquement dominante qu'elle a presque effacé entièrement la signature génétique des chasseurs-cueilleurs dans le reste de l'Ibérie. Revenons maintenant au début. Non pas au début de l'Espagne en tant que pays, mais au début des humains en Ibérie. Après la dernière ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans, des groupes de chasseurs-cueilleurs se sont répandus sur le continent européen à mesure que les glaciers reculaient et que la terre redevenait habitable. Les gens qui se sont installés dans la péninsule ibérique appartenaient à un groupe que les scientifiques appellent les chasseurs-cueilleurs occidentaux. Ils vivaient en chassant des animaux et en cherchant leur nourriture. Ils n'avaient ni agriculture, ni établissement permanent, ni langue écrite. Mais ils avaient de l'ADN. Et cet ADN a survécu. C'est là que ça devient intéressant. Lorsque les chercheurs ont reconstitué l'apparence probable de ces gens, les résultats ont surpris presque tout le monde. Ces premiers Ibères avaient probablement la peau sombre et les yeux bleus, non pas le teint méditerranéen que la plupart des gens associent à la région aujourd'hui. La peau claire que nous considérons maintenant comme typiquement européenne n'était pas encore courante. Elle viendrait plus tard, apportée par des gens différents venant de différents endroits. Leur signature génétique est encore détectable dans les populations espagnoles modernes, en particulier par la haplogroupe mitochondriale U5, l'une des plus anciennes lignées européennes encore présentes aujourd'hui. Mais voici le détail qui se démarque vraiment, les Basques. Le peuple basque du nord de l'Espagne et du sud-ouest de la France porte une proportion nettement plus élevée de cette ancienne ascendance de chasseurs-cueilleurs que toute autre population voisine. Leur profil génétique est, de certaines manières mesurables, plus proche de ses habitants de l'âge de glace que ne le sont leurs voisins. Ce n'est pas de la mythologie ou de la fierté régionale, c'est ce que montrent les données.
Pourquoi les Basques ont-ils préservé cette couche ancienne quand d'autres ne l'ont pas fait? La réponse se rattache directement à ce qui est venu ensuite. Une vague de gens si numériquement dominante qu'elle a presque effacé entièrement la signature génétique des chasseurs-cueilleurs dans le reste de l'Ibérie. Il y a environ 7500 ans, quelque chose est arrivé sur les rives de l'Ibérie qui allait tout changer. Des agriculteurs, non pas d'Europe, mais d'Anatolie, la région que nous appelons aujourd'hui la Turquie, se déplaçant vers l'ouest à travers la mer Égée et la Méditerranée. C'étaient des gens qui maîtrisaient déjà l'agriculture, qui savaient cultiver des plantes et élever des animaux, et qui s'étendaient depuis leur terre natale lors de l'une des migrations les plus déterminantes de la préhistoire humaine. Ce n'était pas un filet d'individus se fondant progressivement dans la population existante. C'était une transformation. Les communautés agricoles se sont répandues à travers l'Ibérie avec une rapidité remarquable. Et avec elles est arrivé un profil génétique entièrement nouveau. De nouvelles lignées mitochondriales, associées à ces populations entrantes, ont commencé à dominer le paysage génétique à travers la péninsule. Les chasseurs-cueilleurs qui vivaient ici depuis des milliers d'années n'ont pas disparu du jour au lendemain, mais numériquement, ils ont été submergés. Les agriculteurs les surpassaient simplement en nombre. L'impact génétique de cette migration est encore visible aujourd'hui de manière très directe. L'ascendance des agriculteurs néolithiques anatoliens représente la plus grande composante unique dans l'ADN espagnol moderne, constituant la plus grande composante ancestrale unique dans le génome espagnol moderne selon les recherches. Réfléchissez à cela. Une part substantielle de l'ascendance de l'espagnol moyen remonte non pas à l'Ibérie médiévale, non pas à Rome, non pas aux Maures, mais aux agriculteurs qui ont traversé la mer depuis ce qui est aujourd'hui la Turquie, des milliers d'années avant que l'une de ces civilisations n'existe. Il y a aussi une dimension physique. Ces agriculteurs néolithiques sont censés avoir porté les variantes génétiques associées à l'apparence méditerranéenne classique. Cheveux plus foncés, teinte olive, yeux bruns. Une grande partie de ce que les gens reconnaissent aujourd'hui comme un look typiquement sud-européen a ses racines les plus profondes, non pas en Europe, mais en Anatolie. Les chasseurs-cueilleurs ont laissé des traces, mais les agriculteurs ont laissé un fondement. Maintenant, voici où l'histoire prend un tournant que même les chercheurs chevronnés ont eu du mal à croire quand les données sont arrivées pour la première fois. Il y a environ 4500 ans, un nouveau groupe de gens a commencé à se déplacer en Europe depuis la steppe pontique caspienne, les vastes prairies s'étendant au nord de la mer Noire. C'étaient les gens associés à la culture Yamna, des éleveurs nomades qui avaient développé de nouvelles technologies, de nouvelles structures sociales et un profil génétique, contrairement à tout ce qui était déjà présent en Europe occidentale. Ils se déplaçaient bien vite. Ils se déplaçaient en grand nombre et ils ont laissé une empreinte presque incompréhensible sur les populations qu'ils rencontraient. Dans la plupart de l'Europe, leur arrivée a été dramatique. En Ibérie, c'était quelque chose de plus proche d'un séisme génétique. Les études d'ADN anciens ont montré qu'avant l'arrivée de ces peuples des steppes, l'aplogroupe du chromosome YR1b était essentiellement absent de la péninsule ibérique. Après leur arrivée, canalisé à travers le complexe culturel du gobelet campaniforme, un réseau de peuples identifiés par leur poterie distinctive en forme de cloche, R1b M269 est devenu la lignée masculine dominante. Aujourd'hui, il apparaît chez environ 70% des hommes espagnols. Ce passage de presque 0 à 70% ne s'est pas fait progressivement sur des millénaires. Cela s'est fait rapidement, en quelques générations selon les normes préhistoriques. Ce que cela signifie est frappant. La lignée masculine de l'Ibérie a été presque complètement remplacée. Les hommes qui portaient les anciennes lignées, descendants des agriculteurs anatoliens et des chasseurs-cueilleurs avant eux, ont largement disparu des archives génétiques du côté paternel. S'agissait-il d'une conquête violente ou d'une absorption progressive? L'ADN seul ne peut pas répondre définitivement, mais la vitesse et l'exhaustivité du remplacement suggèrent quelque chose de bien plus dramatique qu'un simple échange culturel pacifique. Ces migrants des steppes ont également apporté les racines ancestrales des langues indo-européennes, la famille qui finirait par produire le latin et, à travers le latin, l'espagnol lui-même. Donc la prochaine fois que quelqu'un parle espagnol, il y a un fil linguistique qui remonte non pas à Rome, non pas à l'Ibérie ancienne, mais aux nomades sur une prairie au nord de la mer Noire, il y a 4500 ans. À l'âge du fer, le fondement génétique de l'Ibérie était largement établi. Mais l'histoire n'avait pas fini d'ajouter des couches. Dans les siècles avant l'arrivée de Rome, un mélange culturel et génétique significatif était déjà en cours. Des peuples de langue celtique, arrivant, la plupart des spécialistes le croient,
d'Europe centrale ou le long des routes côtières atlantiques se sont mélangés à la population ibérique existante, produisant un groupe hybride que les historiens appellent les Celtibères. Ils occupaient principalement le centre et le nord de la péninsule, et leur écho génétique est encore visible aujourd'hui, le plus clairement dans le nord-ouest de la péninsule, y compris la Galice, où l'ascendance liée à la steppe reste notablement élevée. Puis vint Rome. En 218 avant Jésus-Christ, les légions romaines ont débarqué sur la côte ibérique, et ce qui a suivi, c'est plus de 6 siècles de domination continue. Ce n'est pas une brève occupation. C'est assez long pour véritablement remodeler une population. Et ça l'a fait. Les études génétiques montrent que pendant la période romaine, le profil d'ascendance de nombreux Ibères s'est déplacé sensiblement vers une ascendance méditerranéenne centrale et orientale. En termes simples, les Ibères ont commencé à ressembler génétiquement davantage aux Italiens et aux Grecs modernes. Le mouvement des gens à travers l'Empire romain était constant, et l'Hispanie était pleinement intégrée à ce réseau. Puis les Wisigoths sont arrivés alors que Rome s'effondrait, des guerriers germaniques qui ont dirigé l'Ibérie du 5e au 8e siècle. Culturellement, leur impact a été réel et durable. Le suffixe qui termine tant de noms de familles espagnoles aujourd'hui, le EZ dans Rodriguez, González, Fernandez, est un suffixe patronymique signifiant fils de, une convention que de nombreux spécialistes rattachent à l'influence wisigothique. Mais génétiquement, les Wisigoths se sont à peine fait remarquer. La domination politique, il s'avère, ne garantit pas la domination génétique. Leur ADN s'est estompé, leur grammaire est restée. En 711 après Jésus-Christ, quelque chose s'est produit qui allait remodeler l'Ibérie plus profondément que tout depuis les migrations des steppes des milliers d'années plus tôt. Une armée islamique a traversé le détroit de Gibraltar depuis l'Afrique du Nord et, en quelques années, avait balayé presque toute la péninsule. Le royaume wisigothique s'est effondré presque du jour au lendemain. Ce qui a suivi, c'est près de 8 siècles de domination islamique sur de grandes parties de l'Ibérie. Une période connue sous le nom d'Al-Andalus. 8 siècles, c'est plus long que le temps qui nous sépare de la peste noire. Et cela a laissé une marque génétique que l'ADN moderne peut encore lire clairement. Des études sur les populations espagnoles contemporaines ont identifié un signal d'ascendance nord-africaine et moyen-orientale constant dans toute l'Espagne, avec des estimations dans la recherche publiée se situant généralement dans une fourchette d'environ 5 à 10% en moyenne. Mais cette moyenne nationale masque quelque chose d'important. La répartition est profondément inégale. En Andalousie, la région qui tire son nom même d'Al-Andalus, ce signal d'ascendance augmente considérablement, avec certaines estimations atteignant la mi-vingtaine. Au Pays basque, il est presque absent. Ce contraste n'est pas aléatoire. Il correspond presque parfaitement à la géographie historique de la domination islamique et de la Reconquista, la campagne chrétienne séculaire, pour reconquérir la péninsule du sud vers le nord. Mais voici la nuance qui importe le plus. L'ascendance génétique et l'identité religieuse ou culturelle ne sont pas la même chose. Beaucoup de gens qui vivaient sous la domination islamique en Ibérie étaient des locaux qui se sont convertis. Beaucoup de musulmans qui sont restés après la Reconquista se sont convertis au christianisme. Quand Grenade est tombée en 1492 et que les expulsions massives ont suivi, les corps sont partis. Mais les gènes, tissés dans les familles à travers les générations, ne sont pas toujours partis avec eux. La période islamique est peut-être la couche la plus politiquement chargée de l'histoire génétique de l'Espagne. Mais l'ADN ne prend parti. Il enregistre simplement qui était là, et pendant combien de temps. Alors, à quoi tout cela ressemble-t-il quand on rassemble le tout en une seule image génétique de l'Espagne moderne ? En 2019, une étude remarquable publiée dans PLOS Genetics a analysé l'ADN de plus de 1400 individus espagnols de tout le pays. Elle n'a pas seulement confirmé les grandes lignes de ce que la recherche sur l'ADN ancien avait suggéré. Elle a mis des chiffres sur les couches et a révélé à quel point ces couches sont distribuées différemment selon l'endroit en Espagne où l'on regarde. L'espagnol moyen porte plusieurs composants d'ascendance distinctes. L'ascendance des agriculteurs néolithiques anatoliens représente la plus grande part, estimée à travers les études à environ 40% ou plus, remontant à ces premiers agriculteurs qui ont traversé la Méditerranée des milliers d'années avant que Rome n'existe. L'ascendance des chasseurs-cueilleurs occidentaux contribue à une part significative, généralement estimée dans une fourchette de 15 à 20%. L'écho faible mais persistant des peuples de l'âge de glace, qui étaient là en premier. L'ascendance de la steppe de l'âge du bronze est généralement estimée dans une fourchette de 20 à 25%.
l'héritage de ces migrations liées à la culture Yamna qui ont réécrit la lignée masculine de la péninsule. L'ascendance nord-africaine et moyenne-orientale représente une part cohérente avec d'autres études, généralement estimée à environ 5 à 10%, la signature génétique de près de 8 siècles d'Al-Andalus. Et l'ascendance romaine et germanique constitue la fraction restante plus petite. Mais la moyenne nationale n'est qu'une partie de l'histoire. L'image régionale est là où ça devient véritablement révélateur. Les Basques se distinguent de toutes les autres populations d'Espagne. Ils portent les niveaux les plus élevés d'ascendance d'agriculteurs néolithiques et de chasseurs-cueilleurs et le signal nord-africain le plus bas de toutes les régions. Ils sont, en termes génétiques mesurables, le lien vivant le plus proche avec l'Ibérie-Presteppe. L'Andalousie se situe à l'opposé du spectre, portant le signal nord-africain et moyen-oriental le plus fort du pays. Une réflexion directe de ces siècles au cœur d'Al-Andalus. La Galice et les Asturies montrent une ascendance de steppe notablement élevée, avec des signaux de population de l'âge du bronze encore visibles dans les données. La Catalogne et Valence présentent un profil d'ascendance cohérent avec les schémas de population méditerranéens plus larges. Le centre de l'Espagne correspond le plus à la moyenne nationale. Aucune région n'est génétiquement pure. Chaque coin d'Espagne porte les empreintes de plusieurs civilisations, calmement superposées les unes aux autres sur des milliers d'années. Alors, les Espagnols ont-ils jamais été qui nous pensions qu'ils étaient? Non. Et ce n'est pas un problème. C'est le point. Chaque vague de gens qui est arrivée en Ibérie, les chasseurs de l'âge de glace, les agriculteurs anatoliens, les bergers des steppes, les Romains, les Wisigoths, les peuples d'Al-Andalus a laissé quelque chose derrière elles. Aucune n'a entièrement effacé ce qui existait avant. Elles y ont ajouté, elles s'y sont mélangées, elles sont devenues partie d'une histoire en couches qu'aucun chapitre unique ne peut pleinement expliquer. L'ADN ne simplifie pas le passé de l'Espagne, il l'approfondit. Il révèle une histoire bien plus ancienne, bien plus complexe et bien plus fascinante que la version que la plupart d'entre nous ont apprise. Et voici ce que cela signifie pour quiconque a des racines espagnoles ou simplement un amour pour cette partie du monde. L'identité n'est pas fragile. Elle ne dépend pas d'un seul peuple fondateur ou d'une lignée ininterrompue remontant à un seul point d'origine. Elle est construite à partir de milliers d'années de collisions, de survie et de transformation. Ce n'est pas une faiblesse dans l'histoire, c'est sa force. Si vous avez trouvé cela précieux, envisagez de laisser un like. Cela aide vraiment à faire en sorte que cela atteigne plus de gens qui se soucient d'histoires comme celle-ci. Abonnez-vous si vous voulez continuer à explorer des histoires comme celle-ci. Et si vous avez des pensées ou des questions, laissez-les ci-dessous.